Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Alès Aglo l'émission. Voici le sommaire. Vous avez dû remarquer cet immense chapiteau installé au complexe sportif de la Prairie à Alès. Il s'agit du cratère éphémère. Nous reviendrons sur son inauguration en images et en plateau avec l'intervention d'Olivier Lataste, directeur de la scène nationale Le Cratère. Il présentera également les temps forts de la programmation du mois de novembre à ne pas manquer. On retrouve des pierres de Brouzé-les-Alès jusque sur le socle de la Statue de la Liberté. Dans le Zoom sur, vous découvrirez les entrailles de la mystérieuse carrière des Conques. Résolib est un projet du moulin du Mas-Migé de Bagarre qui a été récompensé à Alès Audace. Cyril Hazard, co-gérant du moulin, sera en plateau pour présenter ce réseau original qui met en relation les cueilleurs et les propriétaires d'oliviers qui ne peuvent pas cueillir leurs fruits. Pour voyager au beau jour, il est peut-être temps de penser à vous faire un passeport ou de le faire renouveler. Notre chroniqueur Alexandre a testé pour vous ce service de Mériprix. Enfin, Laura recevra le jeune auteur, compositeur et interprète alésien Evan McGregor dans Talent d'ici. Entre rap, piano, voix ou arrangement électro, Evan vient de sortir Phoenix, son deuxième album. C'est un grand tournant pour la scène nationale du Cratère. Le 14 octobre, le théâtre éphémère a été inauguré. Il accueillera la saison culturelle hors les murs pendant les travaux dans l'enceinte du Cratère. Et c'est le reportage temps fort de ce mois-ci. C'est un tournant pour la vie culturelle à Alès. Depuis cet été, le Cratère a fermé pour cause de rénovation. Depuis, force est de constater que le théâtre national sonne bien vide. Bureaux, loges, salles de danse et bien entendu salles de spectacle attendent désormais d'être les spectateurs d'un vaste chantier. Car c'est une profonde transformation qui attend le théâtre inauguré en 1972. En plus de repenser la disposition de la grande salle, en supprimant notamment la fosse et en ajoutant plus de sièges, ce nouveau Cratère se voudra plus accueillant et festif. Une première opération sera d'abord menée concernant les remises aux normes du dispositif de sécurité incendie et de l'accessibilité, ainsi que la rénovation thermique. Le chantier s'attardera ensuite sur la reprise des loges, la reconfiguration du hall d'entrée ou encore l'aménagement de l'étage supérieur pour accueillir du public. L'accès pour les personnes à mobilité réduite à cet étage supérieur sera enfin possible avec l'arrivée d'un ascenseur. En attendant sa réouverture prévue pour la rentrée 2027, l'activité culturelle du Cratère se poursuit hors les murs. Élus, personnel du Cratère et presse étaient conviés le 14 octobre dernier par Christophe Rivinck, président d'Alès Agglomération, et Olivier Lataste, directeur du Cratère, à découvrir la salle éphémère imaginée au complexe sportif de la Prairie. Tandis qu'un cheminement piéton éclairé relie le champ de foire où le public est invité à s'y garer jusqu'à la salle, une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite a également été pensée. Capable d'accueillir divers types d'événements, cette structure industrielle d'une surface de 1000 m² abrite non seulement la salle de spectacle, mais aussi la billetterie, un espace d'accueil et quelques sanitaires. Sans oublier la présence sur le terrain de loges et d'un local pour stocker le matériel. Une fois à l'intérieur, le public pourra profiter d'un théâtre dont la capacité maximale s'élève à 700 places. Symbole de cette volonté de prolonger l'aventure du Cratère hors les murs, le parquet originel du théâtre a été démonté latte par latte pour être réassemblé au sein de la structure de la Prairie. Préservation de la saison culturelle, capacité d'accueil, facilité d'accès, ce projet marque la volonté d'Alès Agglomération de s'investir pour la culture. Avec l'investissement que nous avons fait collectivement dans le projet culturel, avec notre candidature pour devenir capitale française de la culture, il me paraissait totalement inacceptable de fermer l'activité du Cratère pendant ces 2 ans et demi de travaux. Donc c'est la raison pour laquelle personne n'a hésité lorsque j'ai proposé de pouvoir investir dans cet équipement. La culture, c'est une des priorités de l'agglomération, pas la seule, comme le développement économique, comme bien sûr la santé, comme bien sûr la sécurité. Et donc ce lieu est aujourd'hui un des lieux qui va, je l'espère demain, permettre à tous les habitants du territoire, de l'agglomération et au-delà, de venir continuer à assister à des spectacles culturels, des concerts, des pièces de théâtre, de la danse, du hip-hop, avec la programmation d'Olivier Lataste de cette petite saison dans la Prairie. C'est en sa qualité de maître d'ouvrage qu'Alès Agglomération a remis symboliquement les clés du site à Olivier Lataste. Bien plus qu'un théâtre temporaire, mais un lieu de vie convivial où l'on trouvera également une guinguette, le Cratère éphémère a donc inauguré sa petite saison dans la Prairie le 24 octobre dernier, à l'occasion de la Semaine internationale du hip-hop. Justement, on enchaîne exceptionnellement avec la rubrique Agenda ce mois-ci pour parler de la programmation au Cratère éphémère avec le directeur du Cratère, Olivier Lataste.
Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, le 14 octobre, le président d'Alès Agglomération vous a remis les clés du cratère. J'imagine que c'est peut-être un soulagement de savoir que la programmation culturelle va pouvoir continuer hors les murs pendant les travaux. Quel est votre ressenti? Quels sont les retours depuis l'inauguration? Depuis ce grand moment de remise des clés, on a organisé des portes ouvertes les 20, 21 et 22 octobre. Et on a été vraiment très agréablement surpris de la curiosité, de l'intérêt des grands Alésiennes sur cet équipement qui, de l'extérieur, effectivement, pose de questions. Est-ce qu'on va être bien installé, etc. Et puis, on a eu vraiment des retours unanimes de l'ensemble des visiteurs. Voilà, il y a de l'espace, du confort. Surtout, il y a un très beau plateau, puisque les gens se sont rendus compte effectivement qu'on dans cet espace, on va avoir la scène très bien de partout. Il y a une guinguette très accueillante. Donc c'est en gros, les gens se disent, on rentre dans un chapiteau, on ressort d'un vrai théâtre, et c'est vraiment le sentiment qui a marqué tout le monde. Et justement, j'allais te demander, est-ce qu'il y a une différence en tant que spectateur? L'expérience spectateur, en fait, reste-t-elle la même ou pas? À 90%, on peut faire presque tous les spectacles qu'on faisait au cratère en centre-ville. Il n'y a que ceux qui nécessitent une très grande hauteur, puisqu'on a 12 mètres au plafond de ce théâtre éphémère et quand même 7 mètres sous grille, ce qui est pas mal. Mais on va dire qu'en termes de son et lumière, on peut faire 90% des spectacles. Donc on va continuer une grande pluridisciplinarité avec du théâtre, de la danse, du cirque, de la musique. Ce cratère à la prairie, il va vraiment permettre de continuer une très belle programmation. C'est chouette. Et avant de parler justement de cette programmation, notamment pour le mois de novembre, j'aimerais qu'on parle rapidement des travaux qui ont commencé là tout juste au cratère. En quoi consiste ce chantier concrètement ? Alors c'est vrai qu'en 2005, les gens se souviennent qu'il y avait eu une extension pour créer la salle d'à côté et le studio de danse, mais il n'y avait pas eu de rénovation à proprement parler de la grande salle qui date de 1972. D'accord. Donc en termes techniques, on n'était plus du tout aux normes et tous les équipements qui permettent de lever les décors et toute la machinerie en fait du théâtre, elle était obsolète. Donc c'est le premier grand axe de la rénovation, rendre cette salle vraiment aux normes et du XXIe siècle. Et puis surtout, le proscénium, qui est une avancée sur le devant de la scène, crée souvent une grande distance entre les spectateurs et les artistes. Là, on va gagner 60 places au parterre, donc on va passer de 880 à 940 places. Ensuite, le grand enjeu, c'est aussi la rénovation thermique du bâtiment, qui est une passoire aujourd'hui. Donc là, on est très content puisqu'on a, Alès Agglo a obtenu le label BDO, bâtiment durable d'Occitanie, qui va permettre de faire une très belle rénovation, baisser aussi les coûts de fonctionnement de l'équipement et enfin faire un hall d'accueil digne d'une scène nationale avec une meilleure acoustique et donc un meilleur confort pour les usagers qui rentreront dans ce théâtre tout neuf d'ici 2 ans, le temps des travaux. Super. Alors, je crois que la programmation du mois de novembre est très chargée. Qu'est-ce que nous propose le cratère éphémère ce mois-ci ? Alors, on commence avec le temps de cirque en partenariat avec le pôle cirque de la Verrerie. Bien sûr. Alors, un très beau spectacle que je conseille à toutes et à tous qui s'appelle Yongo Yeli. Il y a 2 ans, on avait accueilli le Circus Baobab, qui sont des circassiens qui viennent de Guinée, de la capitale Conakry. Et le spectacle y avait fait sensation. Cette fois, ce sont 6 femmes et 3 hommes au plateau qui vont nous parler de la place de la femme en Afrique. Donc c'est un spectacle à la fois plein de paillettes, plein d'énergie, de grands numéros de cirque, et aussi qui parle de la place de la femme. Donc c'est important pour moi de parler de ça. On a ce temps fort, les femmes feront bouger le monde, qu'on fait au mois de février, mais dès les premiers spectacles, on voulait être là-dedans. Et puis, on aura aussi en cirque un rendez-vous à pas manquer, ça s'appelle Cloche, de Rémi Lucchese. C'est un circassien magicien, en fait, on ne sait pas comment, il lévite. Moi, je ne dirais pas ses secrets parce que je ne les connais même pas. Mais tout d'un coup, il va être en suspension. Il sera accompagné par 3 musiciens qui vont faire un concert en même temps qu'il y aura ce numéro de magie. On aura un artiste local qui s'appelle Jörg Müller. C'est un artiste qui vit à Monoblé. Et pourtant, il a une carrière internationale. Lui, il va faire de jongler à la fois avec des tubes en fait, qui vont carillonner. Donc, c'est du jonglage assez expérimental. Mais ensuite, il va nous faire une deuxième partie de spectacle avec un drap. Il y a un drap géant qui va devenir un agrès. Donc ça, c'est pour le temps de cirque.
Ensuite, on va avoir un super rendez-vous de danse, puisque ici à l'Est, il y a quand même une grande aficionne pour la danse. Et le spectacle My Ladies Rock va mettre à l'honneur toutes les femmes rock des années 60-70. Alors on aura Aretha Franklin, Janis Joplin, Patti Smith qui vont nous faire la bande-son. Et puis au plateau, on aura des danseurs explosifs qui vont nous endiabler. Ensuite, l'autre événement assez époustouflant, ça va être Mima, qui est une Alésienne très connue qui est en train vraiment de monter. C'est vrai. Et donc le 21 novembre, j'invite vraiment les jeunes et les moins jeunes à venir découvrir son talent, puisque ce sera le 21 novembre à 20h30. Et là, je remercie notamment le Conservatoire d'Alès et les services d'Alès Aglo, puisqu'on a discuté avec le nouveau directeur du Conservatoire, Stéphane Billot, qui a tout fait pour pouvoir l'accueillir 3 jours en résidence en ce moment. Donc elle prépare son concert ici à Alès, et donc grand moment le 21 novembre. Et puis pour conclure l'agenda assez chargé de novembre, on aura du jazz le lundi 24 novembre avec un invité de marque, Ralph Alessi à la trompette, et on conclura avec du théâtre. Ça sera le 27 et 28 novembre, un spectacle qui s'appelle Le Repas des gens. C'est en fait des personnes à la retraite qui, par hasard, sont invités par un metteur en scène à manger sur un plateau de théâtre, et ils vont rencontrer les spectateurs. Et on sait que 8 personnes sur 10 sont jamais venues au théâtre. On va parler de ça, mais c'est un spectacle très, très doux, très accueillant pour tous ceux qui veulent découvrir le théâtre. Et où est-ce qu'on peut retrouver alors toute cette programmation ? Alors, tout simplement sur lecratère.fr sur le site internet. Et puis, important effectivement de souligner que même si au théâtre éphémère, on va pouvoir accueillir une billetterie le soir des spectacles, on aura aussi une billetterie pendant la journée qui est installée dans l'ancienne piscine patinoire où nous avons les locaux administratifs. Et puis aussi rassurer évidemment tous les habitués ou non habitués que pour venir au théâtre éphémère, ce cratère à la prairie, il suffit de se garer au champ de foire. C'est vraiment le plus simple. Oui. Le parking est gratuit. On a enfin là, ça y est, depuis hier, toute la signalétique est installée pour se rendre. Il y a un cheminement lumineux vraiment qui prend 5 minutes de marche. Et pour que ceux qui, évidemment, à l'aller, ceux qui n'ont pas de voiture peuvent prendre la navette Allez-y bleue, la navette bleue qui va les amener au champ de foire. Et puis le soir, on a organisé du covoiturage, mais aussi du copiétonnage pour que les gens qui le souhaitent puissent se regrouper à plusieurs et faire un petit bout de chemin ensemble après le spectacle pour entrer au centre-ville. Super. Alors, on aura sûrement l'occasion d'en reparler parce que ce n'est qu'en décembre, donc on en parlera sûrement en interview, même pendant un reportage. Mais je crois que tu souhaitais profiter de ton passage dans l'émission pour parler de la grande exposition Gaïa qui est très attendue en cette fin d'année. Effectivement, il y a 4 ans, c'était la Lune, ce fameux Museum of the Moon dans la grande salle du cratère. Et là, le même artiste nous propose Gaïa, donc la Terre en géant, qui sera installé sur le plateau du théâtre éphémère. Ça sera complètement gratuit. C'est en partenariat avec notamment l'école d'astronomie d'Alès, puis l'association L'Étoile Cévenol, qui va faire des expos en parallèle. Il y aura aussi, pour parler d'environnement et d'écologie, la maison, ex-maison de la nature et de l'environnement, le CPIE, qui va faire des expositions avec des jeunes de plusieurs écoles d'Alès. Donc, ce sera très intéressant à découvrir ces différents moments. Et puis, il y aura des concerts, des soirées à thème autour de nos jeudis de la guinguette, des rendez-vous gratuits que tout le monde pourra découvrir. Et comme on approchera de Noël sur cette grande quinzaine Gaïa, on va faire une soirée d'illumination qui ira depuis le champ de foire jusqu'au théâtre éphémère à la prairie. C'est des pots à feu qui vont être jalonnés tout au long du complexe sportif. Et donc un grand moment gratuit et populaire. Et on remercie aussi l'ensemble des usagers du complexe sportif qui nous ont ouvert grand les bras pour cette arrivée au complexe de la prairie. Super, merci beaucoup Olivier d'être venu. Merci à vous. On retrouve sa pierre de taille sur le socle de la Statue de la Liberté, sur la chapelle Sixtine ou encore sur la cathédrale Saint-Jean-Baptiste d'Alès. La carrière des Conques est un lieu impressionnant situé à Brouzé-les-Alès. Je vous y emmène dans le Zoom sur. Cette roche calcaire qu'habitants et promeneurs peuvent apercevoir à différents endroits, comme sur la cathédrale Saint-Jean-Baptiste ou sur l'hôtel de ville d'Alès, mais que l'on retrouve aussi dans des lieux lointains et prestigieux, comme la Statue de la Liberté ou la chapelle Sixtine, c'est la pierre de Brouzet. Compacte, homogène et très résistante aux intempéries et à l'usure, cette pierre est extraite à Brouzet-les-Alès, sur le flanc ouest du mont Bouquet, et plus précisément à la carrière souterraine des Conques.
Probablement déjà exploitée à l'époque de la Rome antique, la carrière des Conques était à l'arrêt depuis 1976, jusqu'à ce que Giorgio Rivieri, via sa société Escavamar, en reprenne l'exploitation il y a 4 ans. On voit bien des signes d'ancien travail de l'époque, et c'est un travail fait à la main, avec un escudo, un équipement qui s'appelle l'escudo, et ça servait pour détacher carrément le petit bloc dans la masse. Donc on voit tout ce système, c'était des coins et des pointeaux et tapés avec des masses. Et aujourd'hui on est dans une méthode encore plus avancée. Pour mieux comprendre, il faut s'enfoncer dans la carrière, à plus de 12 mètres sous la surface de la terre. C'est ici que 3 carriers travaillent pour extraire la pierre de Brouzet. Cette machine permet de couper la roche directement sous la montagne par tranches de 10 mètres pour créer des chambres d'excavation d'environ 10 mètres carrés chacune. L'ajustement de la machine demande beaucoup de précision pour pouvoir obtenir des blocs de pierre lisses et droits d'environ 8 à 10 tonnes chacun. Pour Giorgio Rivieri, spécialiste du marbre, ajouter la pierre de Brouzet à son éventail était une évidence. La pierre de Brouzet, les Alès, c'est une pierre très particulière pour sa qualité. On peut avoir les deux qualités, la pierre Brouzet coquillée et la pierre Brouzet fine. La pierre Brouzet, les Alès coquillée, c'est une pierre que ça prend dans le poli, c'est plus dur, ça prend dans le poli, c'est une pierre qu'on va utiliser un peu plus aussi dans la décoration et dans l'intérieur. Il y en a dans la basilique de Lourdes, je les ai vues. Il y en a dans le socle de la Statue de la Liberté, un peu comme toutes les pierres françaises. Il y en a aussi de Brouzet. Pour ça aussi que ça m'intéressait de reprendre la carrière. Et c'est aussi pour avoir une couleur, une qualité en plus de mes deux autres carrières. Riche en fossiles marins, compacte, homogène et idéale pour le polissage, ce qui est plutôt rare, la pierre coquillée de Brouzet-les-Alès est exportée aux États-Unis et en Chine pour des projets de décoration haut de gamme, comme la conception d'escaliers dans des hôtels de luxe par exemple. Ces roches calcaires séduisent également artisans et tailleurs de pierre de la région, comme lors des symposiums de sculpture d'Alès Agglomération portés par le sculpteur Ali Salem, dont certaines œuvres ornent aujourd'hui la Grande Rue Jean Moulin d'Alès. Son projet Résolive a été récompensé au dernier concours économique Alès Audace. Le co-gérant du moulin du Masmigé de Bagarre, Cyril Hazard, est dans l'écho de l'écho. Bonjour Cyril. Bonjour Laura. Alors en 2023, tu as repris le moulin du Masmigé de Bagarre en famille. Et avec tes associés, vous avez eu une idée assez originale, créer une base de données qui met en relation des cueilleurs et des propriétaires d'oliviers qui ne peuvent pas récolter leurs fruits. Pourquoi avoir eu cette idée? Pourquoi avoir développé ce projet? Parce que justement, quand on a développé en 2023 le moulin Masmigé, qui à la base était un petit moulin, on l'a développé en famille avec mon épouse et mon beau-frère du coup. Donc pour développer l'affaire, je suis allé faire du porte-à-porte, je suis allé au contact des propriétaires pour se faire connaître, des marchés. Tous les soirs, c'était le même constat. Il y a beaucoup de propriétaires qui malheureusement ne ramassent pas leurs olives. D'accord. Et c'est vrai que partant de ce constat-là, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je trouve quelque chose. C'était vraiment dommage de laisser ce si beau fruit se perdre. Aujourd'hui, l'huile d'olive, c'est quand même grandiose, c'est bon pour la santé, c'est bon tout simplement. Et aujourd'hui, c'est un produit assez cher. C'est vrai. Économiquement. Donc, il fallait que je trouve un concept, quelque chose pour aller chercher ces olives. Donc, après réflexion, le schéma économique classique était compliqué pour le faire. Parce que d'embaucher du monde, gérer les agendas pour y aller, ainsi de suite. Rapidement, j'ai vu que c'était infaisable. Ça allait être très compliqué. Et je me suis inspiré un peu de ce qui se faisait, notamment dans l'agriculture. Il y a pas mal d'activités où ça se fait au poids, à la caisse, ainsi de suite. Et restait plus qu'à trouver une équation qui marche pour tout le monde. Une tripartie entre les 3 personnes, du coup, le moulin, nous, le propriétaire et le cueilleur. D'accord. Et du coup, Résolive est né. Alors, la première année, vous avez regroupé une trentaine de cueilleurs et vous avez réussi à récolter 10 tonnes de fruits environ, je crois. Est-ce que ça a eu tout de suite un impact économique sur votre activité ? Alors, c'est une petite partie de notre activité, quand même, mais qui n'est pas négligeable. Déjà, pour la bonne action, ça fait parler. Et c'était vraiment le début, quoi, on démarrait, quoi. Donc 10 tonnes, c'est déjà énorme. C'était une très bonne année, cette année-là, l'année où on a démarré.
Mais rapidement, le bouche à oreille a marché et les gens sont contents. Maintenant, les gens reviennent. Et cette année, ce projet a été primé à Alès Audace avec une dotation notamment de 4 000 €. Est-ce qu'il y a eu un avant-après? Qu'est-ce que ça vous a apporté de participer à ce concours tous les trois? Alors j'imagine, ça apporte toujours de passer à Alès Audace, encore merci. Et forcément, ça a grandi notre notoriété, ça a fait encore parler de nous. Nous, c'est surtout, on est basé sur la communication. Oui. Aujourd'hui, plus de monde nous connaîtront, entendant parler du système Résolive, du concept, plus il pourra se développer. Et c'est vraiment notre but, quoi. C'est vrai que l'huile d'olive est un produit qui a connu une inflation assez importante ces dernières années. Pourquoi est-ce que cette mise en réseau, donc moulins, propriétaires et cueilleurs, est intéressante sur le plan économique? Pour le propriétaire, déjà, c'est intéressant, dans le sens où aujourd'hui, Résolive, il a été créé justement pour les propriétaires qui, malheureusement, ne ramassent plus leurs fruits. Donc, ils sont arrivés à une récolte zéro et ils passent à une récolte à quelque chose. Donc déjà, au niveau économique, pour eux, c'est super. Pour le cueilleur aussi, c'est super. Ça fait de l'activité, du travail. Après, on en parlera peut-être, la tripartie, comment ça se passe. Et économiquement, pour nous aussi, ça nous fait un peu plus de volume, le moulin. Et ça nous permet de développer un peu plus. Pourquoi pas d'acheter des machines en conséquence et de toujours avoir de nouveaux clients, quoi. Et alors justement, on va parler de la répartition. Comment ça se passe une fois que la récolte est terminée? Alors l'équation savante qu'on a trouvée, après beaucoup de réflexions, c'est d'arriver à faire 50%, 25-25. 50% pour le cueilleur. Oui. Donc toute sa récolte, lui, il a le droit à 50% de toute la récolte complète, 25% pour le propriétaire et 25% pour nous. Ok. Sachant que le cueilleur, lui, 50% de sa récolte, soit il récupère de l'huile, oui. soit nous, on est un moulin, on lui achète ses olives. D'accord. Si le cueilleur va récupérer, travailler, avoir un peu d'argent. Oui. Le propriétaire, lui, du coup, il ne fait rien, parce qu'il y a des cueilleurs qui viennent, et sans rien faire, il récupère 25% de sa production. Oui, donc c'est vrai que pour lui, c'est très intéressant. Donc toujours pareil, soit en huile, ou soit nous, on lui achète. Oui. Et nous, les 25%, c'est pour amortir nos frais de trituration, de transformation, justement pour amortir ces frais-là, parce que nous, on transforme pour tout le monde. D'accord. Et quel est le type de profil, par exemple, de cueilleur ou de propriétaire d'olivier? Alors, sur le propriétaire, généralement, c'est des personnes âgées. En majorité, c'est des personnes âgées qui, malheureusement, ne peuvent plus ramasser, quoi. Et pour le cueilleur, on a vraiment de tout. C'est intéressant. On a vraiment la personne qui veut travailler pour travailler. On sent que c'est des gens qui font des saisons, qui ont envie de travailler, quoi. On a des retraités qui veulent arrondir malheureusement, heureusement, je sais pas comment le dire, mais leur fin de mois. On a des gens qui veulent découvrir le métier, tout simplement. On a des familles qui viennent aussi pour prendre un bol d'air avec les enfants. Voilà, on a vraiment de tout. On a été surpris, quoi. Est-ce qu'on peut dire du coup que Résolive favorise aussi le lien social? Ça a été la grande surprise du concept, c'est que au-delà d'une revalorisation de la richesse, il s'est vraiment passé quelque chose socialement, parce que faut savoir qu'un propriétaire a aujourd'hui se retrouver devant ses champs d'oliviers, toute sa vie il les a ramassés et aujourd'hui il pouvait plus les ramasser pour X raisons, et nous on a apporté une solution. Et grâce à ça, des cueilleurs sont venus chez les propriétaires, ils ont sympathisé, et maintenant ils se revoient même dans l'année, ils entretiennent ensemble leurs vergers, leurs arbres. Il s'est vraiment passé quelque chose socialement, quoi. Et on a des très très belles histoires sur Résolive, c'est chouette. Ouais, ça c'est génial. Est-ce que pour se proposer en tant que propriétaire d'olivier, il faut un certain nombre d'arbres? Alors non. Alors, après, c'est vrai que c'est compliqué. S'il y a un arbre où il y a pas beaucoup de choses dessus, c'est compliqué d'envoyer des cueilleurs là-dessus, quoi qu'il y a plusieurs profils. Mais généralement, il en faut quand même un petit peu. Voilà. Mais on a de tout. Hein. On a aussi des propriétaires, des gens qui ont des grosses oliveraies, qui aujourd'hui font appel à Résolive parce que c'est plus simple. C'est un système qui est plus simple aussi pour eux. Oui, parce qu'ils n'ont pas à chercher des cueilleurs. De leur côté, c'est vous qui faites la mise en relation. Ils n'ont pas, voilà. Donc en fait, tu étudies les profils de toutes les candidatures, entre guillemets, que tu reçois sur le site internet, et ensuite tu sélectionnes quel cueilleur pourrait aller sur quel type c'est ça. Moi, je demande aux cueilleurs qu'est-ce que vous recherchez. Oui. Et c'est vrai que grâce à ça, on arrive à dispatcher un peu les profils.
D'accord. Alors si justement des personnes qui nous regardent sont intéressées soit pour devenir cueilleurs, soit pour parce qu'ils peuvent plus récolter leurs olives et qu'ils ont des oliviers, comment est-ce qu'il faut s'inscrire? Alors soit ils viennent nous voir au moulin, le moulin du Masmigé à Bagarre, avec plaisir, ou soit ils vont sur resolive.fr et à partir de là ils vont rentrer sur notre site internet et tout de suite sur une page où ils vont choisir s'ils sont propriétaires ou s'ils sont cueilleurs. Et c'est là qu'ils vont remplir leurs coordonnées, où ils sont, quelle quantité d'arbres. D'accord. Et ensuite, vous les recontactez derrière. Et après, par rapport à ça, moi, je fais le lien qui match entre propriétaires et les cueilleurs et je les mets en relation. Ils s'appellent, ils se débrouillent, ils sont autonomes, ils se calent dans l'agenda. Et après, les cueilleurs viennent généralement récupérer du matériel chez nous pour les aider à cueillir. Ça aussi, on a investi dans du matériel. Et puis après, ils prennent le matériel, ils vont chez le propriétaire. D'accord. Je crois qu'il y a un peigne vibrant, c'est ça? C'est un pack, on a un pack complet avec un peigne électrique, un peigne vibrant, on a des filets, on a des caisses. Voilà, ils sont équipés, ils peuvent aller bosser. Super. Ben, merci beaucoup Cyril d'être venu. Merci à vous. Tout de suite, on vous résume l'actualité des dernières semaines. L'heure était à la sélection le 18 octobre aux Halles de l'abbaye d'Alès, celle du pâté d'Alès Agglomération, un pâté en croûte imaginé comme l'emblème gourmand du territoire. Dans le cadre du projet alimentaire territorial, dont l'objectif est de permettre l'accès à une alimentation saine et de proximité, soutenir les agriculteurs, producteurs et transformateurs et développer l'agriculture sur le territoire, la chef Fanny Schmidt de Façon à table en Cévennes avait imaginé 4 versions de ce pâté en croûte. Et pour choisir la recette gagnante, c'est un jury de sélection présidé par Christophe Rivinck, maire d'Alès, qui était réuni aux Halles de l'abbaye. Jusqu'au verdict final. Pour tuer le suspense, donc la recette mise en numéro 1 par la majorité absolue, c'est donc le pâté numéro 4, pélardon donc, et cochon et tête. Les 4 recettes étaient chouettes. C'est vrai que moi j'ai vraiment mis au-dessus le 4e, le pélardon et le thym. Ça explose en bouche, de suite c'est reconnaissable, je trouve que c'est une vraie identité de nos Cévennes. En premier lieu, je voudrais vraiment féliciter Fanny, qui nous a fait 4 patins vraiment d'exception. La féliciter pour l'imagination, l'harmonie des mélanges de saveurs qui sont typiques de nos Cévennes. Barrières, panneaux de signalisation et pelles de démolition, un nouveau chantier de taille est lancé dans le quartier de Rochebelle. Le 21 octobre, la rénovation de l'ancienne école Saint-Éloi, appelée à accueillir des associations, a en effet démarré par des travaux de démolition. Un nouveau chantier qui s'inscrit pleinement dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain d'Alès. Tout comme au Faubourg du Soleil, une importante intervention sur l'habitat, avec démolition et reconstruction, est attendue dans le quartier de Rochebelle, sans oublier de mettre l'accent sur les modes doux et les espaces verts. C'était la naissance le 27 octobre d'un projet d'envergure, construire un territoire à haute qualité éducative pour les jeunes de 0 à 25 ans. Après présentation devant un comité de pilotage, Christophe Rivinck, président d'Alès Agglomération, Carole Drucker-Godard, rectrice de la région académique de l'Occitanie, et Jérôme Bonnet, préfet du Gard, ont co-signé la convention pluriannuelle officialisant la mise en œuvre de la cité éducative d'Alès Agglomération. Un projet qui s'articulera autour de 3 grands axes: renforcer le rôle de l'école pour la rendre plus attractive, inclusive et connectée, promouvoir la continuité éducative et le lien avec les familles, et enfin, ouvrir le champ des possibles. Si le dispositif orientera en priorité ses actions vers les quartiers prioritaires, il s'agit d'une grande première dans la mesure où il rayonnera sur l'ensemble des 71 communes d'Alès Agglomération. Au total, ce sont près de 23 000 élèves, 135 écoles, 20 collèges et 10 lycées, de la petite enfance jusqu'à l'insertion professionnelle, qui seront accompagnés. Si vous envisagez de voyager au beau jour, c'est le moment de penser à faire ou à renouveler votre passeport. Notre chroniqueur Alexandre a testé les services de Mériprime et vous montre comment faire. Comme une envie de partir à l'autre bout du monde? Pour cela, il va vous falloir un passeport. En cette fin d'année, c'est la période idéale pour faire ou renouveler son passeport et on vous explique tout de suite comment faire. Direction pour cela le site alès.fr et la page Mes démarches. Une fois connecté, une pré-demande en ligne est à faire obligatoirement. Après avoir renseigné sa situation et le motif de sa demande, il faut ensuite ajouter quelques informations, comme son adresse postale par exemple. Autre étape nécessaire, l'achat d'un timbre fiscal qui peut varier selon sa situation. Une fois le récapitulatif validé, il ne reste plus qu'à prendre rendez-vous en mairie. Et pour les résidents d'Alès, c'est à Mériprime qu'il faut se rendre. Lors de ce rendez-vous, plusieurs documents seront demandés, comme le numéro de pré-demande,
une photo d'identité de moins de 6 mois et ressemblante, ou un justificatif de domicile de moins d'1 an. Première demande, vous avez une pièce d'identité? Oui. Les photos? Oui. Allez, je vais prendre donc les photos. Selon sa situation, d'autres documents peuvent également être demandés. Dernière étape, le dépôt du dossier avec prise d'empreinte. Bonjour. Main droite sans le pouce, vous serrez bien vos doigts et bien à plat. Il ne restera plus qu'à suivre l'avancement du dossier sur le site France Titres, Agence nationale des titres sécurisés, jusqu'à l'obtention du Graal quelques semaines plus tard. Auteur, compositeur et interprète, le jeune Alésien Evan McGregor est dans Talent d'ici pour nous parler de la sortie de son 2e album. Bonjour Evan. Bonjour Laura. Alors tu as 21 ans et tu es auteur, compositeur et interprète. Tu viens de sortir ton second album qui s'appelle Phoenix. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Cet album, effectivement, du coup, il y a 16 titres dessus, dans 2 bonus, et il s'appelle Phoenix, parce qu'en fait, il naît d'une remise en question, un peu personnelle, artistique, etc. Et en fait, je propose à travers l'album une sorte de voyage à l'auditeur, à travers mon vécu, à travers aussi des fois le vécu des autres, parce qu'on peut aussi apprendre des autres et en tant qu'artiste partager un peu le vécu de ses proches dans les morceaux, etc. Et voilà, il est né d'une remise en question et je pense que n'importe qui peut s'y reconnaître. Voilà. Et donc les thèmes, c'est un peu varié. On a du rap, du chant, on a au niveau des instrumentales, de l'orchestral, du hip-hop, du slam, on a un peu de tout. Donc je pense, même de l'électro, donc je pense que tout le monde peut kiffer. Oui, c'est ce que j'allais te dire, il y a beaucoup de styles différents, donc je propose qu'on écoute des petits extraits. Je suis qu'un gosse calme, c'est ce qu'ils disent, ce que je vise, c'est la montagne. Et je méprise tous ceux qui disaient que j'étais la montagne. Je me vois sur scène devant des milliers de gens, rester calme et silencieux dehors et vriller dedans. Je me revois relire mes textes en m'entraînant dans les temps, en me jurant de jamais me noyer pour des billets de banque. C'est pas simple de me dire que je pourrais pas plaire à tout le monde. Je fais du rap pour les vieux, mais comme personne auparavant tu le vois dans mes yeux. J'ai trouvé que tes textes étaient très bien écrits et très poétiques, même quand les thèmes sont plutôt durs. Comment est-ce que tu as appris à écrire et d'où te vient cette inspiration ? Déjà merci. Et du coup c'est venu assez tout seul. Je suis autodidacte pour à peu près tout, piano, écriture, rap, etc. Tout a commencé avec les textes. J'avais on va dire un besoin de communiquer quelque chose, un besoin de faire sortir aussi. Et j'avais pas envie d'aller voir le psy, je trouvais le concept pas très cool. Et du coup les textes m'ont aidé et puis un jour j'avais aussi besoin de poser ces textes sur des instruments, mais j'avais pas les moyens de payer un compositeur et du coup j'ai appris tout seul. D'accord. Mais en termes d'inspiration, c'est vrai que c'est un peu large et ça vient généralement un peu tout seul et j'ai dû apprendre à ce que le fond prenne forme. Mais du coup c'est venu en 4-5 ans de travail assez dur, assez acharné. Et quel est ton rapport à la musique ? Depuis quand en fait est-ce que tu es passionné par la musique et comment est-ce que tu t'es lancé vraiment pour écrire des albums ? Ça fait depuis très longtemps que je suis passionné par la musique. Déjà à travers le cinéma. Depuis que je suis petit, j'adore le cinéma. Et la musique et l'image, c'est magnifique quand c'est réuni. C'est vrai. Et ensuite, entre le piano et l'écriture, je devais avoir entre 11 et 13 ans, je dirais, quand ça a commencé. Et le rapport à la musique, c'est très important pour moi. Mon rapport, il est très, très proche, très intime. La musique, je considère qu'elle m'a sauvé la vie dans les périodes où j'avais plus envie du tout d'avancer. C'est un peu la musique qui m'a tenu. Et j'ai ce sentiment que je dois tout lui rendre, entre guillemets. Et je compte jusqu'à la fin vivre de la musique, ou en tout cas vivre à travers des projets musicaux. Alors, tu écris, tu composes et ensuite tu interprètes vraiment tout seul. Comment ça se passe le processus de création de A à Z ? Est-ce que tu d'abord découvres une mélodie qui t'intéresse ou est-ce que tu écris d'abord les paroles et ensuite tu composes ? Comment ça se passe ? C'est à chaque fois différent. Au feeling. Ouais, c'est vraiment au feeling. Des fois, ça peut partir d'une phrase, d'un mot que je trouve intéressant, je trouve beau. Et des fois, ça part d'une mélodie, j'ai quelque chose dans la tête qui ne veut pas sortir et je me dis, allez, faisons. Et ensuite, tout se construit un peu ensemble. Le tout, c'est que j'ai aussi des textes qui ne trouveront peut-être jamais de musique et j'ai peut-être aussi des mélodies qui ne trouveront jamais de texte. D'accord. Mais en tout cas, pour mes albums, voilà, il y a même des fois où tout est arrivé en même temps. Voilà, je me pose juste devant mon ordi, mon piano et avec de quoi écrire et tout vient en même temps, quoi.
Et alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie à côté de la musique? Je sais que en mai dernier, tu as reçu le prix coup de cœur du jury au concours Alès Audace pour un projet qui s'appelle Ta voix pour ce film. Je crois que tu proposes des sessions de doublage dans un studio d'enregistrement, c'est bien ça? C'est ça, donc à côté de la musique, je fais de la musique. Je suis compositeur de métier depuis 2-3 ans maintenant. Et en fait, j'ai ouvert un studio dans le bassin alésien. D'accord. Et je propose un peu tout, surtout de la composition, on va dire. J'accompagne des artistes sur leur projet et aussi des sessions d'enregistrement, effectivement, de composition, de mixage, mastering. Et effectivement, pour moi, Alès Audace, c'était un accélérateur parce que vu que, comme je l'ai précisé, j'adore le cinéma, le doublage, c'est encore, on va dire, une façon de plus de mélanger mes deux passions. Et encore merci à Alès Audace, mais ça a été une occasion pour moi de croiser un peu les plaisirs. Tu travailles donc tout seul, et est-ce que c'est une liberté que tu souhaites vraiment garder, ou est-ce qu'au contraire, parfois, ça peut être un peu un poids? Je pense notamment pour peut-être avoir du recul sur ce qu'on fait soi-même. C'est parfois difficile. C'est difficile, mais après, je pense que le tout, c'est de rester sincère. Et le fait des fois d'avoir peut-être trop de recul ou trop d'avis, ça peut aussi nous brouiller, nous, en tant qu'artistes. Je pars du principe que ce que je propose, que ce soit bon, mauvais, que ça plaise ou non, ça reste sincère. Oui. Et je pense que c'est le mieux qu'on puisse proposer à un auditeur. C'est-à-dire, on propose un morceau ou un album, un projet. Et en fait, c'est la réunion même, c'est ce qui est le plus beau, mais c'est la réunion entre les qualités, les défauts, les erreurs et les belles choses, en fait. Je pense que c'est ce qui rend aussi le projet très humain et très sincère. Et en tant que jeune artiste indépendant, à quel grand défi est-ce que tu fais face? Le temps. C'est compliqué de gagner de trouver du temps. Ah, oui. Surtout quand tout est musique tout le temps. En fait, ce qui est compliqué, c'est que quand on travaille pour d'autres artistes, on est à leur service, et en fait on met notre inspiration, qui est une énergie qui, elle, n'est pas infinie, dans un temps infini. Et du coup, quand des fois on sort du travail, on sort du studio, et quand on veut aller au studio, c'est délicat parce qu'on n'a plus rien à donner. Et en étant seul aussi, pour tout ce qui est communication, trouver un public, booker des dates, etc. Faut choisir, et je pense que c'est une période, soit c'est une période un peu vicieuse dans laquelle on met un peu de côté notre vie personnelle et on se concentre vraiment sur la carrière artistique, ou soit on essaie de trouver un équilibre qui est hyper délicat. Mais je pense que le plus dur, c'est de trouver le temps entre tout. Quels sont tes projets et tes envies déjà pour ce deuxième album et pour la suite? Mes envies, elles bougent souvent. Je pense que je me fixe des projets moyen terme, comme des albums, des courts-métrages, ce genre de choses. Là, actuellement, mon envie, c'est au moins de vivre de la musique jusqu'au bout. Maintenant, si je dois aller plus loin, c'est vrai que être un artiste international, national, au moins, ce serait mon plus grand plaisir. Mais je pense que ça va le faire. Et vivre de la scène. La scène m'appelle plus que tout. Donc, mon objectif, là, actuellement, c'est de caler ça. Je crois que tu as déjà eu, en plus, des petites expériences sur scène, sur d'autres projets récemment. Est-ce que ça t'a plu, et est-ce que tu peux nous en parler, d'ailleurs? Ouais, complètement. Il n'y a rien de mieux que la scène, pour moi. C'est là où je me sens le mieux. Alors, évidemment, au studio... c'est très facile et c'est très naturel, mais quand je suis sur scène, je me sens vraiment moi, et j'ai l'impression de proposer quelque chose qui est encore plus vrai, qui est encore plus profond. C'est là où je me sens le meilleur. Et d'ailleurs, j'ai pu faire des scènes, notamment dans des comédies musicales, pour Le Naufrage. Et c'est top. Peu importe le rôle, si je me joue moi en tant que musicien, en tant qu'artiste, pour vendre un album, ou dans un personnage dans une comédie musicale, le tout, c'est de transmettre quelque chose. C'est ce que j'aime le mieux, c'est de voir après, dans le regard du public, qu'il y a quelque chose qui est passé, il y a une émotion, etc. C'est vraiment ce qui me fait vibrer. Merci beaucoup, Evan, et vraiment au plaisir de t'écouter alors. Merci à toi. C'est la fin de cet épisode d'Alès Aglo, l'émission. Rendez-vous le mardi 2 décembre pour le dernier numéro de cette année 2025. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toute l'actualité d'Alès et de l'agglomération sur les réseaux sociaux, la page Facebook, le compte Instagram, la chaîne YouTube, sur le site alès.fr, mais aussi dans le journal Alès Aglo. Merci, au revoir.